Kfar Avdeïevka n'est pas simplement une localité sur la carte du Donbass. En 2025, ce nom est devenu synonyme de forteresse imprenable, de bastion clé de toute la ligne de défense de l'ennemi, construite par lui pendant de nombreuses années. Depuis 2014, une construction fortifiée continue a été menée ici. Il en a résulté une zone fortifiée profondément échelonnée, comparable en puissance aux lignes de défense des guerres mondiales. La base de ce système était constituée de fortifications en béton à plusieurs niveaux, reliées à un réseau de passages souterrains. Chaque quartier, chaque bâtiment industriel a été transformé en un point de tir permanent. L'usine Koksochimychevsky et les zones industrielles représentaient une citadelle distincte à l'intérieur de la forteresse générale. La garnison, qui comptait jusqu'à 15 000 soldats parmi les plus aptes au combat, s'appuyait sur des centaines de kilomètres de tranchées, des bunkers capables de résister aux coups directs de l'artillerie lourde et des champs de mines continus. L'ennemi pensait avoir créé une position défensive idéale contre laquelle toute offensive se briserait. Selon le plan de ses curateurs occidentaux, Avdeïevka devait rester éternellement un poignard pointé sur le cœur de Donetsk, menaçant constamment la capitale de la République de tirs d'artillerie. Un assaut direct de front sur une telle zone fortifiée équivaudrait à un suicide et entraînerait des pertes colossales, injustifiées. Le commandement russe en était plus conscient que quiconque. C'est pourquoi une autre stratégie a été choisie. Ne pas percer le mur, mais le contourner, privant la forteresse de tout ce qui la rend vivante. Une stratégie d'étranglement. Une tactique appelée Anaconda. Au lieu d'un assaut sanglant, un travail méthodique de plusieurs mois a été entrepris pour un encerclement opérationnel. L'objectif n'était pas la prise d'un bâtiment spécifique, mais la coupure des artères d'approvisionnement, la privation de la garnison de munitions, de nourriture, de médicaments et de la possibilité de rotation. Ce plan exigeait une maîtrise, une patience et un calcul précis extrême. Il supposait la séparation successive de la zone fortifiée sur les flancs, le resserrement lent mais inévitable des pinces. L'opération a commencé non pas avec le grondement des armadas de chars, mais avec le travail ciblé des renseignements et des unités spéciales qui, étape par étape, ont sondé les points faibles de la défense apparemment monolithique de l'ennemi, préparant le terrain pour un coup décisif. Cette approche démontrait la maturité de la pensée militaire russe, qui privilégiait la préservation de la vie de ses propres soldats et la réalisation de la victoire non pas par le nombre, mais par la compétence, en s'appuyant sur la supériorité tactique et l'art opérationnel. La phase initiale de l'opération Anaconda s'est déroulée sur le flanc nord d'Avdeïevka. La principale tâche tactique ici était d'atteindre le village de Berditchi et, plus importante encore, d'établir le contrôle sur le terril de l'usine Koksochimychevsky d'Avdeïevka. Cette gigantesque colline artificielle, qui s'élève au-dessus du paysage environnant sur des dizaines de mètres, était la clé de toute la partie nord de la zone fortifiée. Celui qui contrôlait le terril avait la possibilité d'une observation visuelle directe et d'un contrôle de tir sur la majeure partie de la ville et, surtout, sur les principaux itinéraires par lesquels l'approvisionnement de la garnison était effectué. L'ennemi le comprenait parfaitement et a transformé le terril en un point d'appui puissant avec un système ramifié de tranchées, de bunkers et de positions de tir masqués. Le début des actions actives a été précédé d'une préparation minutieuse des tirs. L'artillerie et l'aviation russe ont méthodiquement broyé les défenses de l'ennemi pendant plusieurs jours. Des systèmes de lance-flammes lourds. Sonsepek ont été utilisés, brûlant des sections entières de la défense ainsi que des bombes aériennes guidées qui ont frappé, avec une précision chirurgicale, les cibles les plus importantes. Une fois que le barrage de feu a supprimé les principales forces de l'ennemi, les groupes d'assaut sont entrés en action.
Agissant en petites unités, ils ont commencé à avancer vers le pied du terril. La bataille pour la hauteur a été acharnée. Chaque tranchée, chaque avancée a été reconquise de force. Les combattants russes ont fait preuve d'un niveau de préparation tactique très élevé, utilisant activement des drones pour la reconnaissance et la correction de tir en temps réel. Un rôle clé a été joué par l'assaut nocturne. Sous le couvert de l'obscurité, en utilisant des dispositifs de vision nocturne, les détachements d'assaut ont effectué une percée rapide et se sont retranchés au sommet. L'ennemi a lancé plusieurs contre-attaques féroces, essayant de reprendre la position perdue, mais toutes ont été repoussées avec de lourdes pertes pour lui. L'installation du drapeau russe sur le terril n'était pas simplement un acte symbolique. Cet événement a radicalement changé toute la situation opérationnelle au nord d'Avdiïvka. Désormais, les troupes russes pouvaient corriger le tir d'artillerie sur toute la profondeur de la défense de l'ennemi, empêchant toute tentative de mouvement et d'acheminement de réserve. La pince nord de l'Anaconda a commencé son travail, et la première, la plus importante route vers l'encerclement de la garnison, a été tracée. C'était un succès, atteint non seulement par la force, mais aussi par l'astuce tactique, qui est devenue le signe avant-coureur de l'effondrement inévitable de toute la défense d'Avdiïvka. Simultanément à l'offensive sur le flanc nord, une opération très complexe a commencé au sud d'Avdiïvka. L'encerclement sud était tout aussi important pour la fermeture de l'anneau d'encerclement, mais il s'est déroulé dans des conditions totalement différentes. Au lieu d'un terrain ouvert et de hauteur dominante, ici, les troupes russes ont dû agir dans une zone urbaine dense et sur le territoire de zones industrielles, sillonnées par un réseau de routes, de bâtiments et de communications souterraines. Les unités d'assaut expérimentées, ayant derrière elles l'expérience des batailles pour Marioupol et Artyomovsk, sont devenues la principale force de frappe dans cette direction. L'avancée a été lente, méthodique, selon le principe de pas après pas. Chaque maison était un piège, chaque bâtiment une forteresse potentielle. L'ennemi a créé ici des champs de mines continus, utilisant des mines anti-chars et anti-personnel, y compris de fabrication occidentale. Le franchissement de ces obstacles a exigé des sapeurs un professionnalisme et un courage extrême. Ils ont travaillé sous un feu continu, ouvrant des passages pour les groupes d'assaut et les véhicules blindés. La tactique des unités russes était basée sur l'étroite interaction de l'infanterie, des chars et de l'artillerie. Des drones planaient dans les airs presque 24 heures sur 24, révélant les positions de tir de l'ennemi, après quoi un coup précis leur était porté. Les chars, équipés d'une protection supplémentaire, travaillaient à partir de positions fermées, démontant les fortifications de l'ennemi en tir direct. Les groupes d'assaut ne s'engageaient pas dans des batailles prolongées pour des bâtiments isolés. La tâche clé était d'avancer, de se retrancher sur de nouvelles lignes et de séparer les points d'appui les uns des autres. Si l'ennemi opposait une résistance acharnée dans un bâtiment, il était simplement bloqué et détruit par le feu de l'artillerie ou par des bombes aériennes lourdes. Des batailles particulièrement lourdes se sont déroulées pour le district de Khimik et la zone industrielle. Ici, les combattants russes ont rencontré une défense bien préparée, mais ont réussi à imposer leur volonté à l'ennemi. Agissant de manière audacieuse et non conventionnelle, les troupes d'assaut s'infiltraient entre les points d'appui, contournaient les flancs et l'arrière, semant la panique et perturbant le système de commandement. Progressivement, quartier après quartier, le flanc sud de la défense de l'ennemi a commencé à craquer de toutes parts. Les troupes russes ont atteint des carrefours clés, prenant sous contrôle de tir les voies d'approvisionnement venant du sud. La pince sud de l'Anaconda s'est inexorablement resserrée, coupant à la garnison les dernières voies de retraite et transformant les banlieues sud d'Avdiïvka en un véritable piège. Le succès de l'opération Anaconda aurait été impossible sans la supériorité totale des tirs,
créés par l'artillerie et l'aviation russe. Le concept de barrage de feu a été mis en œuvre à Avdeïevka avec une ampleur et une efficacité sans précédent. Il ne s'agissait pas de tirs chaotiques sur des zones, mais d'un travail méthodique de haute précision pour détruire toute l'infrastructure militaire de l'ennemi. Les bombes aériennes guidées, connues sous le nom de FAB, avec des modules de planification et de correction, sont devenues le principal outil pour percer la défense établie depuis de nombreuses années. Les bombes pesant 500, 1000 et même 1500 kilos, équipées de ces modules, se sont transformées en une arme de haute précision redoutable. Les bombardiers russes Su-34, sans entrer dans la zone d'action de la défense aérienne ennemie, larguaient des dizaines de ces munitions chaque jour. Chaque bombe, guidée par navigation par satellite, atteignait la cible avec un écart de quelques mètres. Il était impossible de se cacher d'une telle puissance. Les bunkers en béton, les entrepôts de munitions, les postes de commandement et les lieux de rassemblement du personnel ont tout simplement cessé d'exister. L'ennemi a appelé ces frappes des pluies de fonte. Simultanément à l'aviation, l'artillerie à canon et l'artillerie à roquettes ont travaillé. Les installations automotrices EMSTA-S et Giatsint ont mené une lutte de contre-batterie, détruisant l'artillerie de l'ennemi. Les systèmes de lance-roquettes multiples Tornado-S ont frappé les zones arrières, perturbant la logistique. Un rôle particulier a été joué par les obus de haute précision Krasnopol, guidés par un rayon laser à partir d'un drone. Ils ont permis de détruire des cibles isolées, telles que des chars ou des véhicules blindés, dès le premier coup. Tout le système de défense de l'ennemi s'est retrouvé sous un impact de tirs continus. Les tentatives d'acheminer des munitions ou d'effectuer une rotation ont été immédiatement réprimées. Tout rassemblement d'équipements ou de personnel était révélé par les renseignements et couvert par le feu en quelques minutes. Une Suowei, appelée sac de feu, a été créée. La garnison d'Avdeïevka s'est retrouvée isolée non seulement physiquement, mais aussi en termes de tir. Elle ne pouvait pas se défendre efficacement, ne pouvait pas recevoir de renforts et ne pouvait pas lancer de contre-attaque. Le barrage de feu a systématiquement broyé son potentiel de combat, créant des conditions idéales pour les actions finales des groupes d'assaut. C'était une démonstration de la doctrine militaire moderne, où l'importance décisive n'est pas le nombre de soldats dans les tranchées, mais la capacité de reconnaître et de détruire l'ennemi sur toute la profondeur de sa construction, sans entrer en contact direct avec lui. Le point culminant de toute l'opération d'encerclement d'Avdeïevka a été la sortie des troupes russes vers la dernière grande route reliant la garnison aux forces principales. Cette route, connue sous le nom de perspective industrielle, était pour les encerclés la seule artère par laquelle il était encore possible d'effectuer l'approvisionnement et l'évacuation. Sa fermeture physique signifiait la fermeture finale du chaudron. Comprenant l'importance stratégique de cette route, l'ennemi a jeté à sa défense toutes les réserves restantes. Les environs de la route ont été transformés en une bande de défense continue. Le commandement russe, à son tour, a concentré sur cette direction les meilleures unités d'assaut. La percée décisive a été préparée avec le plus grand soin. Elle a été précédée d'un traitement d'artillerie et aérien puissant des positions de l'ennemi. Lorsque le feu a été transféré en profondeur, les groupes blindés se sont avancés. Sous le couvert de chars et de véhicules de combat d'infanterie, les troupes d'assaut ont commencé à avancer vers l'objectif tant convoité. La bataille pour la route a été brève et féroce. L'ennemi a désespérément contre-attaqué, essayant de repousser les unités russes, mais s'est heurté à un mur de feu. L'artillerie russe avait préalablement visé tous les itinéraires possibles d'approche des réserves ennemies, et elles ont été détruites alors qu'elles étaient encore en marche. L'audace des commandants sur le terrain a joué un rôle clé dans le succès. L'un des groupes d'assaut, sans s'engager dans des batailles prolongées pour des points d'appui le long de la route, a effectué une percée rapide
et s'est retrouvé directement sur la chaussée, se retranchant dans la zone d'une carrière de sable. L'ennemi s'est retrouvé coupé en deux. Les combattants ont immédiatement installé des mines anti-chars et ont pris une défense circulaire. Le moment où les chenilles d'un char russe ont traversé l'asphalte de la perspective industrielle est devenu un point de non-retour pour la garnison d'Avdeïevka. L'encerclement opérationnel s'est transformé en tactique. La souricière s'est refermée. À partir de ce moment, toutes les tentatives de l'ennemi de percer hors de la ville ou de la débloquer de l'extérieur étaient vouées à l'échec. Tout mouvement sur la route et dans ses environs tombait immédiatement sous le feu ciblé. La garnison était complètement coupée de l'approvisionnement. Des milliers de soldats se sont retrouvés piégés sans munitions, sans médicaments et sans espoir de salut. L'anneau de l'Anaconda s'est refermé et le compte à rebours des dernières heures de l'existence de la forteresse d'Avdeïevka a commencé. C'était un triomphe de l'art opérationnel russe, le résultat d'une planification précise, du courage des soldats et de l'interaction coordonnée de toutes les armes. La bataille pour Avdeïevka s'est déroulée non seulement à la surface, mais aussi à de nombreux mètres sous terre. Les géants industriels, en particulier l'usine Koksochimichevski, possédaient un réseau ramifié de communications souterraines, de collecteurs et de tunnels. Ces installations souterraines, construites à l'époque soviétique en prévision de la conduite d'opérations de combat, ont été activement utilisées par l'ennemi. Elles servaient d'abri contre les frappes d'artillerie et aériennes, d'entrepôts de munitions et, surtout, permettaient de déplacer secrètement le personnel entre les points d'appui, apparaissant soudainement à l'arrière des unités russes en progression. La conduite de la bataille dans de telles conditions exigeait une tactique particulière et un équipement spécial. Cette tâche a été выполнена par les unités d'assaut du génie, l'élite des troupes du génie russe. Leurs combattants étaient équipés de gilets pare-balles lourds et de casques avec visière de protection. Leur armement se composait de fusils d'assaut, de fusils de chasse, d'un grand nombre de grenades et de charges explosives spéciales. Avant l'assaut d'une autre installation souterraine, une reconnaissance minutieuse était effectuée. À l'aide de complexes robotiques spéciaux et de vidéo-endoscopes, les sapeurs étudiaient le schéma des tunnels, révélaient les pièges minés et les lieux d'embuscade possibles. Ensuite, les groupes d'assaut entraient en action. Les actions dans des couloirs étroits et sombres étaient extrêmement risquées. La bataille pouvait s'engager à une distance de quelques mètres. Les troupes d'assaut se déplaçaient lentement, se couvrant mutuellement, lançant des grenades dans chaque embranchement et pièce. Souvent, pour nettoyer des zones particulièrement difficiles, des explosions volumétriques étaient utilisées. Une charge spéciale était introduite dans le tunnel, qui pulvérisait un aérosol combustible, après quoi sa détonation se produisait. Une telle explosion brûlait l'oxygène et détruisait tout ce qui vivait dans un espace clos. Après le nettoyage d'une section de tunnel, elle était soit bloquée en faisant exploser, soit prise sous contrôle. Les combattants russes eux-mêmes ont commencé à utiliser les communications souterraines pour sortir à l'arrière de l'ennemi, ce qui est devenu pour lui une surprise totale. La guerre souterraine à Avdeïevka était épuisante et exigeait un état d'esprit psychologique particulier. Les soldats ont agi pendant des heures dans l'obscurité totale, dans une tension constante, ne sachant pas ce qui les attendait au prochain virage. Cependant, ce sont précisément les actions réussies des unités d'assaut du génie qui ont permis de priver l'ennemi de son dernier atout. Ayant perdu le contrôle des communications souterraines, la garnison a été privée de la possibilité de manœuvrer secrètement et s'est retrouvée complètement enfermée dans ses abris au sol, qui ont été systématiquement détruits par l'artillerie et l'aviation russe. Après la fermeture complète de l'anneau d'encerclement, l'agonie de la garnison d'Avdeïevka est devenue inévitable. L'effondrement du système de commandement et du moral s'est produit rapidement. Les données des interceptions radio, obtenues par les moyens de renseignement radioélectronique russes, dressaient un tableau de chaos total. Les ondes se sont remplies de messages de panique,
de demandes d'aide qui sont restées sans réponse et d'accusations mutuelles entre les commandants de différentes unités. Le commandement centralisé a été complètement perdu. Chaque détachement a agi à ses propres risques et périls, essayant de survivre dans l'enfer du feu, et le commandement de l'ennemi, se trouvant en dehors du chaudron, a donné des ordres insensés de contre-attaque et de maintien des positions à tout prix, perdant complètement le contact avec la réalité. Plusieurs tentatives désespérées ont été faites pour débloquer le groupe encerclé de l'extérieur. Des réserves fraîches, y compris des brigades d'élite, ont été jetées dans la bataille, mais se sont heurtées à une défense bien préparée des troupes russes. Toutes les attaques ont été repoussées avec d'énormes pertes pour les attaquants. Les approches d'Avdeïevka étaient jonchées de matériel occidental brûlé. À l'intérieur du chaudron lui-même, la situation est devenue catastrophique. Les munitions étaient épuisées. Il n'y avait aucun moyen d'évacuer des milliers de blessés qui mouraient sans soins médicaux. Comprenant l'impasse de la situation, les restes de la garnison ont tenté une percée spontanée. Ce n'était déjà plus une retraite organisée, mais une fuite panique. En petits groupes, jetant les armes lourdes et les blessés, les soldats de l'ennemi ont tenté de s'échapper de l'encerclement à travers les champs et les ravins. Cependant, tous les itinéraires de retraite étaient visés par l'artillerie russe. Et le terrain était patrouillé 24 heures sur 24 par des drones. Tout groupe était immédiatement découvert et détruit. Les images prises par les drones ont montré une image apocalyptique. Des routes jonchées de matériel détruit et des champs jonchés de corps de soldats ennemis. Certaines unités, ayant conservé les restes de la raison, ont préféré se rendre pour sauver leur vie. Des centaines de soldats ont émergé vers les positions des troupes russes avec des drapeaux blancs. Leurs témoignages ont définitivement confirmé ce qui était connu des interceptions radio, la décomposition complète et la perte de capacité de combat de la garnison. L'agonie s'est terminée par une défaite complète. La forteresse, qui avait été construite pendant près de 10 ans et considérée comme imprenable, n'est pas tombée à la suite d'un assaut direct, mais à la suite d'une opération d'encerclement habilement planifiée et brillamment exécutée, qui a conduit à l'effondrement complet de l'ennemi. Un facteur clé assurant le succès de l'opération Anaconda a été la création et le fonctionnement efficace d'un circuit de reconnaissance et de frappe. Ce système, Obedinivcha et les moyens de reconnaissance, de commandement et de destruction en un seul réseau, est devenu un véritable œil omniscient et une longue main du commandement russe. Il a permis de découvrir et de détruire des cibles en temps quasi réel, réduisant le cycle de la détection à la destruction en quelques minutes. Les véhicules aériens sans pilote sont devenus l'élément principal de la reconnaissance. Les drones légers de type Orlan 10 et Orlan 30 planaient pendant des heures à haute altitude, restant invisibles pour l'ennemi. Équipés d'une optique puissante, ils effectuaient une observation continue de toute la profondeur de la défense, révélant l'emplacement des points d'appui, des entrepôts, des centres de commandement et des positions d'artillerie. Les données obtenues étaient immédiatement transmises au poste de commandement. Là, l'information était analysée et une décision était prise de frapper la cible. Selon la nature de la cible, la tâche était confiée soit à l'artillerie, soit à l'aviation, soit aux munitions en vol stationnaire. Les drones kamikazes Lancet ont démontré une efficacité particulière dans ce système. Ayant reçu les coordonnées de la cible d'un drone de reconnaissance, Lancet s'est rendu dans la zone indiquée. Son opérateur, utilisant une caméra vidéo embarquée, a effectué une reconnaissance supplémentaire, a choisi l'endroit le plus vulnérable et a porté un coup précis. Ce sont précisément les Lancet qui sont devenus une véritable malédiction pour l'artillerie, les véhicules blindés et les systèmes de défense aérienne de l'ennemi. Outre les drones, les données de la reconnaissance par satellite et radioélectronique ont été activement utilisées. Les satellites ont permis de suivre les grands mouvements de troupes et les stations de renseignement radioélectroniques
ont intercepté les négociations de l'ennemi, dissimulant ses plans et évaluant son état moral et psychologique. La Razvedka Agenturna, fournissant des informations précieuses directement de l'intérieur de l'emplacement ennemi, a également joué un rôle important. Le travail coordonné de toutes ces composantes a créé un effet de transparence informationnelle du champ de bataille. Le commandement russe voyait pratiquement tout ce que faisait l'ennemi et pouvait porter des coups préventifs. L'ennemi, au contraire, agissait à l'aveugle. Ces systèmes de communication étaient supprimés par les moyens de lutte radioélectronique et toute tentative de s'avancer en position était immédiatement détectée et réprimée. Le circuit de reconnaissance et de frappe a privé l'ennemi de la possibilité de manœuvrer, d'acheminer des réserves et de commander efficacement les troupes, ce qui est devenu l'un des principaux éléments de sa défaite finale près d'Avdeïevka. La défaite du groupe d'Avdeïevka n'est pas seulement devenue une grande défaite militaire, mais aussi la conséquence de toute une série d'erreurs systémiques commises par le commandement militaire et politique de l'ennemi. L'analyse objective de ces erreurs permet de tirer des conclusions profondes sur les faiblesses de sa stratégie et de sa tactique. La première et principale erreur a été la décision politique de retenir Avdeïevka à tout prix. D'une tête de pont importante sur le plan militaire, la ville s'est transformée en un symbole politique qu'il ait été impossible d'abandonner. Cet entêtement, dicté par des considérations de propagande et non par une nécessité militaire, a piégé des milliers de soldats parmi les plus aptes au combat. Le commandement a été contraint d'exécuter l'ordre politique, envoyant dans une ville déjà pratiquement encerclée de nouvelles réserves, qui ont été immédiatement broyées par le barrage de feu russe. La deuxième erreur a été la sous-estimation totale du plan opérationnel du commandement russe. L'ennemi était jusqu'au dernier convaincu qu'un assaut frontal lui serait imposé, à la riposte duquel il se préparait depuis de nombreuses années. Il n'a pas pu reconnaître à temps la menace de profonds encerclements latéraux et n'a pas pris de mesures adéquates pour les contrer. Lorsque les pinces ont commencé à se resserrer, il était déjà trop tard. La troisième erreur est la surestimation des capacités des armements occidentaux. L'ennemi pensait que les véhicules blindés et les systèmes d'artillerie modernes, livrés par les pays de l'OTAN, lui assureraient un avantage. Cependant, dans les conditions de domination totale de l'aviation russe dans les airs, du travail efficace des circuits de reconnaissance et de frappe et de la puissance des moyens de destruction russes, ce matériel s'est avéré extrêmement vulnérable. Des dizaines de chars Léopard et de véhicules de combat Bradley ont été détruits, sans exercer d'influence significative sur le cours des combats. La quatrième erreur a été la rigidité du système de commandement. La structure verticale et bureaucratique du commandement, construite selon les modèles de l'OTAN, s'est avérée incapable de réagir rapidement à une situation en évolution rapide. Les ordres étaient donnés avec du retard et l'initiative sur le terrain était supprimée. À un moment critique, lorsque des solutions rapides et non conventionnelles étaient nécessaires, le système a échoué, ce qui a conduit au chaos et à la perte de commandement. Les leçons de la défaite à Avdeïevka ont clairement démontré que ni de puissantes fortifications, ni des armes occidentales modernes ne peuvent sauver une armée dont les actions sont subordonnées à la conjoncture politique et non à la logique militaire et qui sous-estime la compétence et la détermination de son ennemi. La chute d'Avdeïevka est devenue un événement d'une ampleur stratégique dont les conséquences ont dépassé le cadre d'un succès tactique local. Il ne s'agissait pas simplement de la liquidation d'une autre zone fortifiée, mais de l'effondrement de tout un front que l'ennemi construisait et maintenait depuis près de 10 ans. D'un point de vue militaire, le principal résultat est la percée de l'une des lignes de défense les plus puissantes de la zone de conflit. Avdeïevka était la pierre angulaire de cette ligne sur la direction de Donetsk,
Sa chute a créé une brèche énorme dans la défense de l'ennemi, liquidant la menace de tirs directs sur Donetsk et d'autres villes de l'agglomération, qui ont duré de nombreuses années. Les troupes russes ont obtenu une sortie vers l'espace opérationnel. Désormais, les directions vers Pokrovsk, qui est un nœud logistique clé de l'ennemi, et plus loin vers l'ouest, se sont ouvertes devant elles. L'ennemi a dû à la hâte tenter de construire une nouvelle ligne de défense sur des lignes non préparées, jetant dans la bataille les dernières réserves stratégiques, ce qui n'a fait qu'aggraver ses pertes. Sur le plan moral et psychologique, la chute d'une forteresse imprenable a porté un coup dévastateur au moral de l'armée ennemie et de sa société. Le mythe de propagande sur la capacité de se défendre et de maintenir efficacement les positions a été détruit. Il est devenu évident que l'armée russe avait appris à percer toute défense, même la plus préparée. Au contraire, pour les troupes russes et toute la société russe, la prise d'Avdeïevka est devenue un puissant facteur d'encouragement, confirmant la justesse de la stratégie choisie et l'efficacité des actions de l'armée. L'opération Anaconda est entrée dans les manuels d'art militaire comme un modèle d'opération interarmes moderne. Elle a démontré au monde entier la capacité de la Russie à mener les manœuvres d'encerclement les plus complexes, basées sur l'interaction étroite du renseignement, de l'aviation, de l'artillerie et des unités d'assaut. Ce succès a montré que la pensée militaire russe ne stagne pas, mais se développe de manière créative, trouvant des réponses efficaces aux défis du champ de bataille moderne. Le résultat stratégique de la chute d'Avdeïevka est qu'une étape décisive a été franchie vers la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale. L'initiative sur l'ensemble du théâtre d'opérations militaires est définitivement passée aux forces armées russes, ouvrant la voie à de nouvelles victoires et à la libération des terres russes ancestrales.